pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le métier de distributeur? Alors c'est une question un peu vaste parce qu'en fait il y a trois parties importantes dans le métier de distributeur. La première partie c'est ce qu'on appelle les acquisitions, donc c'est détecter des films, détecter des projets, c'est lire des scénarios, voir des films finis parce que en fait acquérir un film ça peut être à différentes étapes. Parfois c'est juste sur une idée, mais parfois c'est sur un film fini qu'on voit dans un festival. Donc il y a cette partie acquisition qui est importante parce que c'est à ce moment-là qu'on construit une espèce d'identité, de ligne éditoriale qui nous permet de t'identifier pour cette identité, que ce soit vis-à-vis des salles, vis-à-vis des journalistes. Donc ça c'est la première partie, les acquisitions. Et une autre partie importante dans notre métier, c'est les salles de cinéma, c'est apprendre à les connaître, savoir les différents types de salles qui existent, parce que forcément, un film donné, on ne le propose pas à toutes les salles, systématiquement. Donc il y a une partie, on va dire, réseau de salles. Et il y a une troisième partie qui est importante, c'est la communication, la presse. Parce qu'un film dont on ne parle pas, c'est un film que les gens ne vont pas aller voir forcément. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais en tant que spectateur, on est un peu manipulé. Clairement, ce qu'on assimile à un film de cinéma, c'est un film dont on a entendu parler dans la presse de façon importante. Donc il y a vraiment ces trois aspects, acquisition, réseau de salles et puis réseau de presse, on va dire, communication. Et notre but après, bon, bien sûr, on travaille des films. Notre but à nous, c'est de porter ces films au plus haut, qu'ils aient le plus possible de spectateurs, qu'ils aient les meilleures critiques possibles et au fur et à mesure de se créer notre identité et de grandir avec cette identité. Et alors sinon, par le biais de vos Natrix, on peut voir que ça vous tient à cœur d'informer le public sur le cinéma et l'ensemble des acteurs qui font vivre à l'intérieur. Ouais. Est-ce que selon vous, certains métiers du cinéma sont encore aujourd'hui trop méconnus du grand public? Alors, je pense que déjà la distribution, c'est un intermédiaire que personne ne connaît. En fait, on l'a vu un peu aussi dans la crise sanitaire, c'est-à-dire que tout le monde voit à peu près ce que c'est une salle, tout le monde voit à peu près ce que c'est un producteur. Alors, un réalisateur, évidemment. Déjà, un producteur, ça commence à être un tout petit peu plus virtuel dans l'esprit des gens, ou alors la plupart des gens se disent le producteur, c'est celui qui a de l'argent et qui fabrique le film parce qu'il a de l'argent. Mais c'est vrai qu'entre le producteur et la salle de cinéma, il y a tout un tas d'intermédiaires dont on n'a pas conscience. Donc il y a le métier de distributeur qui va être pour un territoire donné, donc nous les distributeurs français, mais il y a des distributeurs dans chaque pays du monde. Et du coup il y a aussi ce qu'on appelle les agents de vente internationaux qui sont des espèces d'agents immobiliers des films. Donc c'est comme pour des maisons, mais c'est pour les films. Et ces agents-là, leur rôle c'est de connaître en fait tous les distributeurs pour un pays donné. Donc il y a tous ces intermédiaires dans la vie d'un film, c'est-à-dire qu'un film brésilien par exemple qui est produit par une productrice brésilienne, il va y avoir un vendeur international qui va représenter ce film brésilien, qui va discuter avec un distributeur, donc nous en France, et nous distributeurs, on discute avec les programmateurs des salles qui ne sont pas toujours la salle de cinéma elle-même, c'est-à-dire que souvent il y a des programmateurs qui programment pour des salles, pour un réseau de salles. Donc ça fait tout un tas d'intermédiaires, on va dire, entre la salle de cinéma et le producteur du film qui sont clairement très méconnus. Alors après, même sur les métiers techniques, le public ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc après, est-ce qu'on cherche à être connu? Pas forcément, j'avoue en fait. Moi je cherche pas personnellement à être connu du grand public. Je cherche tous les jours à travailler sur des choses qui m'éclatent. Mais par contre, le côté reconnaissance du métier de distributeur du grand public, ça ne me gêne pas que les gens ne se rendent pas compte de ces intermédiaires, clairement. Quelles sont selon vous les potentielles pistes pour pallier à la baisse de fréquentation des salles de cinéma? Alors j'ai pas de recette miracle, clairement. Si je l'avais, mes films y cartonneraient. Et là récemment j'avais un film qui s'appelle Médusa qui était extraordinaire et qui n'a pas cartonné ici. Donc voilà, je me garderais bien de dire quelles sont les recettes. Par contre, ce qui est sûr c'est qu'on essaye des choses. Voilà, on essaye, là typiquement avec Anne et 20. L'idée c'est d'essayer de réinventer des codes du cinéma dans la forme. C'est-à-dire que Anne et 20 c'est un long métrage qui a été tourné, donc c'est un plan séquence tourné dans Paris, donc à la base un projet très parisien. Et en fait, dans la tournée d'avant-première de ce film-là, l'équipe se promène de ville en ville et ils vont tourner des films qui seront diffusés le soir même dans les salles. On peut dire que c'est rentrer dans le détail de tout le dispositif, mais c'est un dispositif qui est quand même un peu nouveau. Je pense que des projets comme ça, on en aura de plus en plus. Et l'idée, c'est que le film de cinéma ne soit plus l'unique brique du projet. Et je pense que ce concept-là, il y en aura de plus en plus. C'est-à-dire que les gens vont arrêter de considérer qu'un projet, c'est seulement un long métrage.
ils vont se dire un projet c'est un long métrage et à côté peut-être une série YouTube, des pages Facebook avec les personnages du film, mais vraiment les personnages et pas les acteurs. Et disons que l'idée c'est de faire vivre en dehors des salles les univers et que les gens aient envie de découvrir ces univers grâce à ce qui se passe gratuitement sur internet et qu'après on paye son ticket de cinéma pour en savoir plus. Donc c'est vraiment le concept d'année 20, c'est-à-dire qu'année 20, chaque jour ils vont aller faire leur avant-première, chaque jour finalement c'est une sorte de marketing publicité sans en être une. Je pense qu'on a tous marre en fait d'avoir la publicité sur les réseaux sociaux et si on avait un contenu un peu plus addictif qu'on peut aimer, partager sur les réseaux sociaux, on a envie de faire like, on a envie d'en parler avec ses copains parce qu'on n'a pas l'impression que c'est de la pub. Et moi je crois beaucoup à ce contenu et donc la clé de ça c'est de remettre les auteurs au centre de tout ça. Aujourd'hui sur la communication on a des gens du marketing, de la communication qui sont très bien. C'est un métier et il ne faut pas qu'ils disparaissent. Mais par contre, je suis persuadé que autour de ça, il faut remettre les auteurs au cœur de cette stratégie de communication pour écrire des contenus qui sont additionnels au film et qui finalement se suffisent à eux-mêmes pour faire la promo d'un film. Du coup, vous êtes l'un des rares distributeurs français basés en province. Quels en sont les avantages ou les inconvénients? Alors quand j'ai commencé, c'était un des avantages, clairement. Et pourquoi? Parce qu'à Paris, il faut exister pour qu'un film soit reconnu au niveau national. C'est-à-dire que si votre film ne sort pas à Paris, personne ne considère que la sortie est crédible. Et donc c'est vrai que les premières années, le fait d'être basé en province, c'était un problème. Parce que c'était dur de sortir à Paris. Aujourd'hui, je ne conçois plus que mes films ne sortent que à Paris. Ce n'est pas des grosses sorties, hein, c'est on va dire des gros films à Paris, ils sortent sur 20-30 copies sur le cœur de Paris. Les miens, ils sortent, on va dire, entre 5 et 6 copies, parfois moins. Mais bon, 5-6 copies à Paris, c'est déjà significatif. Donc voilà, le fait d'être en province, j'ai vécu ça un peu comme une contrainte au début, mais c'était normal. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est... ça m'est arrivé plusieurs fois à 18h le soir de prendre le train pour aller à Paris et de le décider à 17h30 parce qu'il y avait quelque chose d'important à faire le lendemain ou le soir même. Et c'est vrai qu'en étant en province, il ne faut pas s'interdire de devoir faire ça des fois. Je prends un exemple très concret. Sur la sortie de Médusa, ça me paraît incroyable, mais sur la sortie de Médusa, donc c'était en mars, le lundi, toutes les salles de cinéma, soit on livre des DCP physiques, soit on livre du dématérialisé. Et on se dit avec le MK2 Bibliothèque, c'est un cinéma, on ne peut pas se louper, on envoie en dématérialisé. Et coup de téléphone du MK2 Bibliothèque le mardi pour me dire nous n'avons toujours pas le film. Donc là, concrètement, voilà. Si on était à Paris, il n'y aurait aucun problème pour livrer le DCP physiquement le jour même. Mais comme on est en province, il faut prendre le train pour pallier à ce genre de problème. Alors, comment vous faites vos choix et comment vous choisissez les films que vous allez ensuite décider de distribuer? Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté éditorial, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir une identité. Et nous, l'identité, je pense qu'une première partie de l'identité, c'est de trouver des films qui essayent de faire bouger les lignes un peu de ce qu'est le cinéma. Ça veut, en toute humilité, ça veut dire que je ne considère pas qu'on peut faire des choses qui sont complètement innovantes, mais en tout cas, à chaque film, d'essayer de trouver que le film il a son identité et qu'il essaye de faire bouger une ligne. Et puis on a aussi un critère important qui est de ne pas oublier les jeunes. Et c'est vrai qu'on dit souvent, et notamment dans l'exploitation, on entend souvent que les jeunes ils vont sur YouTube ou voir les blockbusters et qu'entre les deux, c'est difficile. Nous on est vraiment sur ce créneau, c'est-à-dire que des jeunes acteurs à l'écran, des jeunes réalisateurs, des jeunes auteurs qui portent le film. Et on est particulièrement attentif au travail des jeunes femmes, pour le coup, et aussi des films réalisés à la fois par un homme et une femme. Ça c'est assez récent, on n'a pas tant de projets que ça, mais on en voit arriver de plus en plus de films qui sont co-réalisés par un homme et une femme. Et je pense que c'est une manière différente d'aborder un projet, donc d'essayer finalement de raconter autre chose et autrement. Voilà. Une question plus technique, vous découvrez les films. Alors la plupart du temps, en festival oui, et de plus en plus dans ces métiers-là, que ce soit distribution, même la presse, même les programmateurs, on va dire l'ensemble de la filière intermédiaire entre les producteurs et les salles de cinéma, on utilise de plus en plus de liens pour découvrir les films, ça peut être des liens Vimeo, Preview, mais en tout cas des liens internet malheureusement.
Et c'est vrai que nous on fait ça, souvent moi j'ai des ayants droit qui me disent mais il faut que tu ailles en salle pour voir nos films. Je dis ok, moi je veux découvrir les films en salle de cinéma. Le problème c'est que les gens à qui on vend le film derrière, donc les programmateurs et les journalistes, ils demandent maintenant la plupart du temps à voir les films en lien, beaucoup. Donc si nous-mêmes on fait l'effort d'aller voir en salle et que les gens à qui on vend le film ils ne vont pas le voir en salle, finalement on ne sait pas, il vaut mieux que nous on le regarde en lien d'abord pour être un peu à l'image des gens à qui on va devoir vendre le film derrière. Pour centrer davantage sur ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a touché dans Médusa? Alors Médusa, ce qui est particulier, c'est qu'on a sorti le premier film de la réalisatrice. Et ça va avec ce travail de distributeur que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on est attaché forcément au film de la diversité. On essaye d'aller trouver des jeunes talents, des premiers films. Et en fait, sur un film, pour un cas comme celui-ci, on avait travaillé ce premier film, donc personne ne voulait à l'époque. Et finalement, la réalisatrice, elle avance, elle grandit, et son deuxième film est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, donc elle franchit un palier. Nous, de notre côté, si on était resté, on va dire, donc ce premier film, on l'a sorti en 2017. Si on était resté en tant que distributeur en l'état de ce qu'on était en 2017, on n'aurait sans doute pas eu son deuxième film. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, nous, en tant que structure de distribution, on a aussi grandi en tant bien sûr, on n'est pas devenu une très grosse structure, mais on a, je pense, grandi en autorité vis-à-vis des salles, vis-à-vis de la presse. Et donc, le producteur du film Médusa a estimé qu'on avait avancé suffisamment pour pouvoir en gros s'aligner à des distributeurs peut-être un peu plus importants que nous sur le papier. Et ils se sont dit, finalement, pourquoi pas travailler avec Wayna Pitch, avec qui on a déjà travaillé pour le premier film, et donc quelque part on sait où on va. Et puis quelque part il y a un côté aussi sympa de se dire que c'est dommage de passer à côté de l'évolution d'une réalisatrice, et c'est bien, je trouve, de pouvoir l'accompagner. Par contre, c'est vrai que l'aspect croissance et l'aspect de devoir nous-mêmes grandir en même temps qu'elle, c'est hyper important, parce que la plupart du temps, ce qui se passe en réalité, c'est un auteur, il fait un premier film, son deuxième film a plus de reconnaissance, et c'est vrai que le premier distributeur qui a fait le premier film, rarement il a accès au deuxième. Et après, tout dépend du palier que passe l'auteur. Si l'auteur il devient très très haut en termes de l'attente autour de ses films, forcément un petit distributeur va avoir du mal à avoir les droits du film. Et la même question pour Année 20, si vous a touché. Alors Année 20, c'est, pour le coup, on est complètement dans l'identité de la volonté d'innovation et de chercher à bouger les lignes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai travaillé au début sur Wayna Pitch, j'avais envie de faire vivre les films dès le début en fait, dans les cinémas et avec une vie à côté. J'avais déjà cette idée dès 2013, donc aujourd'hui ça paraît plus évident, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était moins évident. Et du coup, quand j'ai reçu ce projet, c'était vraiment l'ensemble. Alors, des fois on prend les films sur scénario, des fois sur film fini, là il nous est arrivé complètement fini le film. Donc on l'a vu, moi j'étais bluffé par le projet, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Ça n'a pas été, je me suis pas dit, on va le faire. Et là, j'ai discuté avec Laurent de l'ensemble du concept. Après, ce qui sort aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mûri avec plusieurs personnes qui travaillent dessus. Mais à l'époque, il y avait déjà des premières idées autour de ce qui pouvait se faire autour de ce film pour le faire vivre en dehors des salles. Et je me suis dit, évidemment, c'est un film pour nous. Et je savais que mes collègues distributeurs n'iraient pas, en fait, parce que je savais que c'était trop risqué. C'est-à-dire que, en fait, on dit souvent, pourquoi il faut... non, il y a une question qui est récurrente, c'est pourquoi il faut des petits distributeurs alors qu'il y a déjà plein de films qui sortent et il y a plein de distributeurs. Et moi, la réponse que je donne à ça, c'est hyper important d'avoir des petits distributeurs. C'est un peu comme par exemple dans le domaine de l'informatique. Si vous aviez que Microsoft, Apple et toutes ces sociétés-là, le fait d'innover, d'apporter des choses qui n'existent pas, donc typiquement le mec qui crée Facebook dans son garage, le jour où il crée Facebook dans son garage, si les gros ont tellement de monopole que ça ne permet pas à des petits d'arriver, jamais il y a Facebook qui se crée. Alors après c'est bien, pas bien, je ne sais pas si Facebook c'est bien dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, Facebook est né d'un mec dans son garage qui fait un petit truc, et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire c'est hyper important d'avoir des petites structures. Pourquoi ? Parce que les petites structures finalement ont moins de frais de fonctionnement ou moins de difficultés à s'adapter, et ça nous permet d'essayer de faire des choses un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois, mais en tout cas on peut se permettre d'essayer. Ce qu'on n'a pas forcément des grosses structures qui ont, il y a plein de salariés à payer, voilà, c'est quelque chose forcément qui en tant que petit nous permet d'essayer. Et ça c'est important. Comment ça se passe la prise de contact avec les équipes du film ?
et être peut-être avec Alain, on va parler. En fait, on discute avec les producteurs, on discute avec les vendeurs internationaux. Du coup, en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, parfois, on contacte des ayants droit, on contacte des vendeurs, on contacte des producteurs, et parfois, c'est eux qui nous contactent parce qu'ils ont entendu parler de nous sur des précédents films. Par exemple, aujourd'hui, on est de plus en plus identifié sur les films brésiliens, parce qu'il y a Medusa, il y a eu Je m'appelle Bagdad, Irma, on a un film qui s'appelle Despedida qu'on va sortir, et on est identifié sur les films brésiliens. Donc clairement, on reçoit énormément de mails avec des noms de films des producteurs brésiliens. Ça fait sens en fait. L'équilibre entre vos envies et vos besoins de distributeurs d'une part et ceux de l'équipe et des producteurs du film est-il compliqué à trouver parfois? Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, l'équipe d'Année 20 c'est des crèmes, ils sont super, vraiment c'est pas parce qu'ils sont là que. Mais ils sont vraiment super. En fait on dit souvent entre distributeurs que sortir un film étranger c'est beaucoup plus facile que sortir un film français parce que finalement les producteurs étrangers ils sont pas sur votre dos tous les jours pour justement travailler sur l'ensemble de leurs sorties. Ils regardent ça de loin. Alors que c'est vrai que les producteurs français ils veulent être là dans le concret tous les jours. Donc ça c'est vrai qu'on a ça. Après sur Année 20 la relation elle est différente parce que on est vraiment sur quelque chose de très inédit et que du coup on est dans le même bateau du côté inédit. Au moment où je parle en fait le film devrait être projeté depuis 5 minutes dans la salle et il y a le réalisateur qui est en train de finaliser tout ça quoi. Donc c'est quelque chose qui est pour le coup vraiment jamais fait quoi. Et enfin pour finir, est-ce que vous avez des films ou des projets à venir qui vous tiennent à cœur et dont vous aimeriez nous parler? Tous les projets en fait ils me tiennent à cœur et ils sont tous super et du coup en fait Medusa c'était un film incroyable, c'est le deuxième film de cette réalisatrice donc forcément il me tenait énormément à cœur. Celui-là évidemment Année 20 évidemment parce que sur la forme moi je pense qu'il réinvente des codes du cinéma donc c'est pas rien. Après, est-ce qu'il aura le succès mérité, je ne sais pas, mais en tout cas, il essaye de réinventer des codes. Donc ça, c'est des projets qui tiennent énormément à cœur. Derrière, on sort un film qui s'appelle All Eyes of Me, qui parle de sexualité féminine, qui ose parler de sexualité féminine au cinéma par une réalisatrice. Et du coup, sur la forme un peu osée, mais pas trop, n'est pas dans un film érotique pornographique, mais osé quand même. Et du coup, forcément, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au cinéma, donc forcément ce projet il est hyper important aussi. Derrière, on sort un film qui était très anecdotique à la base, parce que je l'ai signé il y a 1 an et demi, ça paraît loin, et détecté à la Berlinale, donc au Festival de Berlin, qui a eu le prix Génération, donc un film qui a été aimé par des gens plutôt de la jeune génération. Et ce film, quand on l'a signé, on s'est dit, bon, c'est un coup de cœur, on le signe. Et on s'est dit comment on va travailler ça parce que personne ne va en vouloir. Et puis c'est un film ukrainien, donc le hasard des choses. C'est un film qui était à l'affiche depuis 1 semaine au moment du début de la guerre en Ukraine. Et du coup on a pris la décision il y a 15 jours que le film on le sortait de façon... en fait on ne cherche pas à gagner d'argent sur le film, on le propose aux salles et on reverse l'intégralité de nos revenus à des assos que la réalisatrice a choisis. Forcément ça nous tient à cœur aussi. Ça sort en septembre. Et puis le film qui vient après, c'est un film qui s'appelle Despedida. Et Despedida, c'est un film brésilien sur une tranche d'âge un peu plus jeune et qu'on a décidé de doubler. Donc on ne double pas tous les films tous les jours. On a décidé de le doubler en français parce qu'on croit beaucoup au fait qu'il va plaire aux 10-12 ans, 12-13 ans. Donc forcément ça nous tient à cœur aussi. Donc c'est pour ça que tous les films... Et puis j'allais oublier, après on sort Méduse, pour le coup hasard parce que Médusa, Méduse. Et Méduse c'est un film avec Anna Maria Vortolomei qui est l'actrice qui a eu le meilleur César, meilleur espoir féminin. Donc on sort son film d'après. Donc forcément celui-là il nous tient à cœur aussi. Voilà. Et pour l'année prochaine, on a des projets un petit peu comme Année 20, mais c'est encore trop tôt. L'idée c'est de sortir à peu près 5 films par an. Ok. Merci beaucoup. Ouais, Merci à vous.